Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 44 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Anastasia Paillard. Bonjour Anastasia. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Anastasia, vous êtes doctorante contractuelle à l'Université de Lille, membre de l'UMR 8164, Alma Lille, et vous faites une thèse actuellement qui s'intitule Athéna, nommer la déesse, caractériser ses espaces et ses cultes dans le monde grec antique. Donc à ce titre, vous cherchez à parler de la déesse principalement pour en ressortir ces différentes identités. Et donc, j'ai pensé à vous pour présenter une série qui traite de l'Antiquité. On avait fait Rome avec Victor Fagnières dans l'épisode 15. Aujourd'hui, dans le 44, Anastasia, vous allez nous parler de quelle série ? Alors, je vais vous parler de la série 3, La chute d'une cité, ou Troy, The Fall of a City en anglais, qui est une mini-série britanno-américaine commandée par la BBC One et coproduite par la plateforme Netflix et qui est découpée en 8 épisodes et qui raconte l'histoire de la guerre de Troie. Voilà. Alors justement, Anastasia, ce qui serait intéressant peut-être pour commencer, comme on le fait habituellement dans l'émission, ça serait pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série, alors on va essayer de ne pas trop spoiler bien sûr, mais on est quand même un petit peu obligé parfois pour les besoins des explications, mais peut-être déjà, est-ce que vous pourriez nous faire une présentation générale de cette série ? Alors oui, c'est une série du coup, comme je l'ai dit, qui a été commandée par la BBC One et donc diffusée sur cette chaîne d'abord en février 2018 et donc maintenant toujours disponible sur la plateforme Netflix. Elle raconte l'histoire de la guerre de Troie en partant justement du jugement de Paris. Voilà, le jugement de Paris, donc Paris qui doit faire le choix entre trois déesses, Athéna, Héra et Aphrodite, pour choisir la plus belle et donc désigner celle qui mérite la pomme d'or, donc la pomme de la discorde, et qui va s'achever sur, je ne vais pas spoiler puisque c'est dans le titre, va s'achever par la chute de la cité de Troie. Donc cette série-là, elle a été tournée notamment en Afrique du Sud, à Cape Town, donc pour notamment les paysages maritimes et qui rappellent un petit peu les côtes turques, les côtes de la région où se trouve Troie. Voilà. Donc oui, justement, on en parlait dans l'épisode 42 sur Shadow Kumalo avec Pierre Demnat. L'Afrique du Sud devient un des pôles essentiels aujourd'hui, en tout cas en Afrique, de la production de séries. Et c'est vrai que ces paysages sont de plus en plus utilisés pour des séries mondiales. La Troie en est vraiment un bel exemple, vous avez raison de le rappeler. Alors moi, j'aimerais maintenant savoir, Anastasia, cette série-là, qui est diffusée, vous l'avez dit, sur la plus grande plateforme de séries à l'heure actuelle, Netflix. Comment est-ce qu'elle a été reçue par le public ? Vaste sujet. Elle n'a pas été reçue de façon particulièrement positive au final. Si on regarde un petit peu les articles, les commentaires, les étoiles, comme on aime le faire maintenant, elle n'a pas beaucoup d'étoiles et c'est une série qui est considérée comme manquant d'un certain éclat au final, d'un certain souffle épique. Alors peut-être que les spectateurs, ils cherchaient justement ce souffle un petit peu à la Game of Thrones, vous voyez, comme aussi le Péplum 3 de 2004 avec Brad Pitt, qui avait vraiment ce souffle épique, cet aspect aventureux que la série ne retransmet peut-être pas de la même façon en tout cas. Donc il y a quelques longueurs parce que l'intrigue elle est essentiellement politique avec effectivement la guerre en toile de fond. Mais la guerre au final,
on la voit que dans les derniers épisodes. On a aussi eu une importante polémique au niveau des personnages principaux qui étaient joués par des acteurs noirs, notamment Achille, qui est incarné par l'acteur britannique David Ghazi, d'autres personnages comme Aîné, incarné par Alfred Enoch, ou de Zeus par Hakim Keikazim. Et donc, je ne vais pas revenir sur la polémique, mais ça a été souvent repris pour dire que voilà, les Grecs, ils n'étaient pas noirs, donc ça ne se fait pas de représenter les Grecs de cette façon sous prétexte de la bien-pensance, etc. Je pense que c'est un débat qui est un peu stérile, effectivement, puisqu'on est dans une œuvre de fiction. Voilà, pour revenir sur la réception, c'est vraiment pas une réception très positive, voilà. Alors justement, ce qui est intéressant là-dessus, et c'est vrai que vous qui connaissez bien justement les textes anciens, on va pouvoir peut-être rentrer dans le traitement de l'intrigue et des personnages en commençant par peut-être vous pourriez rappeler à tous les auditeurs sur quel texte antique on peut s'appuyer aujourd'hui quand on parle de Troie et quand on parle justement de la prise de la ville de Troie. Alors oui, tout à fait. Donc le matériau de base de la série, ce sont les textes antiques, ce sont principalement l'Iliade et l'Odyssée, qui sont quand même des ouvrages bien connus, qu'on étudie déjà au collège. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. Donc ce sont des poèmes épiques qui ont été compilés par Homère. Donc des poèmes épiques qui se seraient transmis dans l'Antiquité de façon orale avant d'être fixés par écrit, ce qui explique des problèmes au niveau de la chronologie, la nature composite au final de l'œuvre, puisque l'étude de l'oralité, en tout cas de transmettre des textes de façon orale, ça permet d'ajouter des épisodes selon les périodes. Ça permet aussi d'altérer le récit original, de changer des petites choses et donc de créer des œuvres qui sont donc, comme je l'ai dit, composites et dont la chronologie de certains éléments vont, en tout cas pour l'Iliade et l'Odyssée, du XVIe siècle au 8e siècle avant notre ère. Donc on a beaucoup d'éléments qui sont très très variés et qui permettent de comprendre la société donc proto-historique de la mer Égée. Donc l'Iliade, c'est un ouvrage, un poème en 24 chants et en 16 000 vers qui ne couvre que 15 jours de la guerre de Troie. 15 jours lors de la 10e année de la guerre, avec une action qui se déroule en Troade, en Asie mineure, dont le sujet est la colère d'Achille. Donc la colère d'Achille qui refuse de participer au combat après qu'Agamemnon lui ait pris sa part du butin qui est Briséis, une jeune femme, pour remplacer sa propre perte. Et donc Achille refuse de prendre les armes pour ce roi et il va participer à cette guerre qu'une fois la mort de son ami Patrocle, et pour tuer Hector. Donc l'Iliade, ça s'achève par les funérailles d'Hector, et c'est tout. On n'a pas du tout la chute de la ville de Troie dans l'Iliade. C'est l'Odyssée qui raconte la chute de la ville de Troie, l'Odyssée qui raconte le voyage, le retour d'Ulysse en 10 années dans sa ville d'Ithaque, et au chant 8, il y a un de ses compagnons qui raconte l'épisode du cheval de Troie, et donc comment la ville a chuté. Donc ça, c'est vraiment le matériau de base donc du récit. Et ensuite, il y a plusieurs petits mythes à côté qui vont compléter la chute de la ville. Donc par exemple, toute l'histoire autour du sacrifice d'Iphigénie, par exemple, au début de la guerre de Troie, qui est racontée dans les tragédies d'Euripide, par exemple. Donc là, je vous cite un exemple. Et donc cet ensemble de textes, il a été compilé pour la série pour donner un récit très linéaire, pour arriver d'un point A à un point B, le début avec le jugement de Paris, la fin, la chute de la ville. Voilà.
Alors justement, Anastasia, moi, ce que j'ai trouvé, alors c'était peut-être aussi dû aujourd'hui avec le tournage en numérique, avec des effets spéciaux qui sont très valables, c'est qu'on a une vraie volonté, quand on regarde cette série, de coller au mythe. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, l'idée ça peut surprendre le spectateur, mais après tout non, quand on suit justement les récits, que le mythique, le fantastique presque colle à l'histoire. Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est très, très intéressant, hein, en tout cas de mon point de vue. La série, elle intègre pleinement, en tout cas, les dieux au récit, à l'intrigue historique, ce qui n'est pas du tout fait dans le film de Wolfgang Petersen, dans le Péplum de 2004, qui a voulu retracer plus un récit historique, en fait. Dans la série, les dieux ils vont se placer comme des acteurs du récit. En tout cas, dans les premiers épisodes, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que ça s'essouffle au fur et à mesure de la série, où on les voit beaucoup moins. Dans l'Iliade, ou même dans l'Odyssée, les dieux ils jouent un rôle très très actif au sein de la guerre de Troie. La guerre de Troie, c'est aussi une guerre entre les dieux. Les dieux, ils vont faire la guerre sur le champ de bataille. On a un épisode où Athéna va blesser Arès et Aphrodite, par exemple. On a aussi des dieux qui vont influer sur le cours de la guerre, qui vont briser des trêves, qui vont aussi sauver leurs favoris. On a une scène dans la série, par exemple, qui reprend vraiment le texte, où Aphrodite va sauver, lors de son duel avec Ménélas, son favori, qui est Paris. Elle va le sauver de la mort, finalement, le faisant disparaître. Alors, dans la série, elle le fait disparaître dans la campagne, autour de la cité de Troie, et dans le texte, il réapparaît directement dans la cité, dans la chambre auprès d'Hélène. Donc, c'est pour vous montrer que la série, elle essaye d'intégrer les dieux. Ça marche pas forcément parce qu'ils n'ont pas un rôle aussi important que dans l'Iliade, mais il y a un essai d'intégrer cette dimension divine au sein du texte. On a aussi donc ce respect du texte qui est visible dans certains épisodes qui sont représentés. On a par exemple au tout début, je crois que c'est dans l'épisode 1 où Ulysse ne veut pas participer à la guerre, où il joue la folie. Donc ça, c'est un épisode du mythe, en tout cas, qui existe, où Ulysse ne veut pas participer à la guerre, donc simule la folie à Ithaque en labourant son champ, et il y a un émissaire d'Agamemnon qui arrive et qui place Télémaque devant le soc de sa charrue, et Ulysse, ne pouvant pas tuer son propre fils, sous prétexte qu'il ne veut pas faire la guerre, s'arrête et donc se retrouve embarqué dans le récit de l'Iliade, donc dans toute la guerre de Troie. Donc on a des incartades tout de même, on a des épisodes qui ne sont pas représentés, mais c'est pas la plus grande majorité. Je trouve que la série en elle-même colle plutôt bien au mythe et au récit mythique. Je voulais simplement marquer aussi un problème au niveau de la temporalité. On a 10 années qui s'écoulent pour toute la guerre de Troie, pour l'ensemble de la guerre de Troie. Et dans la série, on ne voit pas du tout ce temps qui passe. On sait qu'il y a un peu de temps qui passe, mais on ne sait pas s'il y a 10 ans. Les personnages, ils ne vieillissent pas. Contrairement à ce qu'on peut voir, enfin, en tout cas ce qu'on peut imaginer dans l'Iliade, avec des personnages qui sont là depuis 10 ans, qui sont fatigués, qui ne voient plus, veulent rentrer chez eux au final, comme Ulysse. Et donc dans la série, c'est pas aussi flagrant. Voilà. Alors justement, Anastasia, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de mythologie. J'ai quelques souvenirs de mes cours, moi aussi, de collège ou de lycée, et j'ai trouvé que les showrunners dans cette série avaient une assez bonne connaissance des mythes, puisque à travers des scènes qui ne sont pas d'ailleurs forcément expliquées, on peut voir apparaître des petits clins d'œil aux mythes. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, ou peut-être est-ce que vous en avez relevé quelques-uns, par exemple? Alors oui, tout à fait. J'ai pu voir, en tout cas, ça m'a vraiment marqué.
ces petits clins d'œil justement au mythe, et notamment avec Hélène, le mythe d'Hélène, qui est très très lié aux oiseaux, hein, aux cygnes notamment. Et donc dans la série, on voit beaucoup on voit ce rapport-là, notamment au niveau des bijoux qu'elle porte. Il y a beaucoup de bijoux avec des oiseaux qu'elle arbore. On a aussi pas mal de robes avec des plumes, et il y a cette scène au tout début de la série, quand elle est encore à Sparte, où il y a tous ces oiseaux qui sont dans une cage. Alors on pourrait le prendre de façon métaphorique, hein, dans le sens où Hélène serait un oiseau en cage à Sparte, et avec Paris qui vient lui offrir sa liberté. Mais en fait, si on connaît le mythe de la naissance d'Hélène, Hélène, c'est la fille de Léda et de Zeus. Et Zeus qui se transforme en cygne, hein, pour pouvoir séduire Léda, et Hélène qui va naître ensuite d'un œuf, hein, avec son frère Pollux. Hein. Donc il y a vraiment tout ce côté mythique, tous ces petits clins d'œil. Alors il faut vraiment ouvrir l'œil et peut-être avoir une connaissance un peu approfondie de ces mythes pour voir le lien, mais moi j'ai trouvé que c'était assez amusant de chercher ce type de rapport. Voilà. Oui, effectivement, hein, ça montre bien la relativement bonne connaissance, hein, de la part de ceux qui ont écrit les scénarios. Et c'est vrai que ça permet, je trouve aussi, d'avoir une certaine fluidité par rapport à l'époque, en tout cas par rapport à ce qui est retranscrit dans les mythes. Alors justement, hein, vous allez me dire aussi, comme ce sont des mythes, les scénaristes ont fait des choix. On fait des choix par rapport aux œuvres, en mettant en avant, par exemple, des personnages. Alors je pense à Paris, qui est mis en avant, alors que dans l'œuvre d'Homère elle-même, c'est pas forcément le cas. Oui, oui, oui. Dans la série, le personnage principal, vraiment, c'est Paris. C'est l'histoire de Paris et d'Hélène. Hein. Dans l'Iliade, c'est l'histoire, c'est la colère d'Achille. Hein. Donc, bon, on voit déjà un basculement au niveau de ces personnages, de ce personnage principal. Ensuite, j'ai trouvé que Paris était extrêmement valorisé. Forcément, on veut avoir le héros que tout le monde apprécie, hein, c'est logique. Paris, qui là est représenté comme le héros grec par excellence, hein, qui possède de très, très fortes qualités, que ce soit physique ou mentale, hein, puisqu'il se positionne comme un stratège, comme un personnage aussi courageux, brave, héroïque. Hein. Ce qui n'est pas forcément le cas dans l'œuvre. Hein. Dans l'œuvre, personnellement, je trouve Paris relativement détestable. Et je pense que c'est le cas de pas mal de monde, hein, puisque Paris provoque quand même la guerre. Il est un peu futile, il ne voit pas trop le mal qu'il cause. Et donc, dans la série, au contraire, Paris, il est placé comme le successeur d'Hector. Hein. Hector, son frère, qui est connu pour être le meilleur des Grecs, hein, le héros par excellence de l'Iliade, hein, presque le héros lui-même par rapport à Achille. On a également d'autres personnages qui sont plutôt valorisés dans l'œuvre écrite, mais pas du tout dans la série. Moi, je pense notamment à Ménélas, donc le roi de Sparte et le mari d'Hélène, hein, qui est dans la série représenté vraiment comme un pleutre, comme un mauvais héros, hein, comme quelqu'un d'extrêmement colérique aussi. Donc il va rompre ses promesses, il est dit plusieurs fois notamment qu'il a reçu Hélène grâce à son frère, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. Alors que dans l'ouvrage, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de qualités héroïques. C'est quelqu'un de très courageux, c'est un personnage qui peut être valorisé. Et donc là, c'est pas du tout le cas. Donc on a vraiment cette figure de Paris qui est très très prégnante. On a également cette opposition du bon souverain et du mauvais souverain avec Priam et Agamemnon. Priam, très bon souverain, très juste, très calme, très loyal à sa famille. Tout le contraire d'Agamemnon, qui quand même va sacrifier sa fille sur un autel, certes dans une scène très émouvante de la série, hein, où on a l'impression que ça le rend à moitié fou, ce qui n'est pas forcément le cas dans les mythes.
Agamemnon qui donc commet plusieurs viols, hein, évidemment, qui maltraite les héros aussi qui sont de son côté. Donc on a vraiment deux personnages antagonistes et la volonté des showrunners du coup de la série de nous placer vraiment, de nous mettre du côté des perdants en fait, de nous donner de l'empathie pour les perdants plus que pour les vainqueurs. Alors, vous l'avez dit, hein, à juste titre, Anastasia, c'est très intéressant. Il y a eu un vrai parti pris de la part des showrunners de faire des choix par rapport au mythe. Il y a aussi un parti pris peut-être de faire des choix par rapport à donc l'écriture scénaristique, d'éclairer certaines zones d'ombre des mythes. Hein, je pense notamment à plusieurs choses autour du personnage d'Hélène, où finalement, ce qu'on voit sur la série, on ne peut pas le retrouver dans les mythes. Oui. Eh bien, il fallait quand même ajouter un petit peu de corps aux personnages féminins de la série, hein, puisque dans l'Iliade, elles n'ont pas vraiment de rôle. Hein, les femmes n'ont pas vraiment de rôle. Hein. Hélène, hormis se faire enlever, n'a pas de place dans les intrigues guerrières et notamment politiques. Hein. Et dans la série, on a fait le choix, en tout cas, ils ont fait le choix de placer Hélène au cœur de ces intrigues-là, hein, où elle se retrouve très naïvement à trahir la cité hein, à plusieurs reprises, où elle se retrouve finalement aussi aux prises avec des conflits familiaux hein, internes, que ce soit avec Andromaque notamment, Andromaque, la femme d'Hector, hein, je rappelle, qui déteste Hélène. Hein. Elle est très, très, très hostile envers elle. Elle considère évidemment que c'est à cause d'elle que tous ces malheurs arrivent. Et donc, on a cette intrigue-là entre Hélène et Andromaque, ce conflit. On a du coup Hélène qui est mêlée aux intrigues politiques pour lui donner un peu plus de corps. On a également Cassandre qui est présente dans la série, qui a des visions apocalyptiques hein, sur la fin de la cité, sur la chute de sa famille, mais qui reste quand même un personnage de second plan. Ils n'ont pas voulu trop la mettre en avant, ils ont préféré garder le personnage d'Hélène au premier plan avec Paris, un petit peu Andromaque avec toute l'intrigue autour de ses problèmes de fertilité, hein, puisqu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant avec Hector. Donc là, c'est vraiment aussi une petite intrigue autour de la naissance d'Astyanax, hein, je rappelle le nom du fils d'Andromaque et d'Hector. Donc voilà, vraiment la volonté des showrunners de montrer, de donner un point de vue féminin à la guerre, ce qui n'est pas forcément le cas de l'œuvre originale. Alors maintenant, j'allais vous poser des questions peut-être pour une thématique qui est autour justement de qu'est-ce qu'on voit dans la série sur la reconstitution d'une cité grecque de cette époque-là, de voir est-ce que justement les derniers apports de la recherche historique ou archéologique, est-ce qu'on les voit à l'antenne? Et j'aurais aimé d'abord que vous nous peut-être présentiez un peu plus en détail, que vous reveniez sur cette période de l'histoire grecque, vous l'avez dit, cette période de la proto-histoire grecque, de la resituer peut-être pour les auditeurs qui ne seraient pas tout à fait au courant de l'époque où on se situe, d'où on se situe. Oui, alors tout à fait. Comme je l'ai rappelé avant, c'est que le problème de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est que ça s'ancre dans une période qui est extrêmement large. C'est une période large, c'est-à-dire 16e siècle avant notre ère, hein, l'âge du bronze, hein, la fin de l'âge du bronze, jusqu'au 8e siècle, quasiment le début de l'époque archaïque. Hein. Là, c'est plus l'époque géométrique, hein, le 8e siècle, hein, mais on va passer à l'époque archaïque. Donc, on a un vaste champ chronologique qui est couvert par l'œuvre, donc qui correspond à la proto-histoire hein, égéenne, hein, donc qui se place après la période minoenne, hein, les palais crétois, hein, Minos, tout cet imaginaire-là, hein, par exemple le palais de Knossos, hein, c'est l'époque minoenne. Après, on a l'époque mycénienne avec tout ce qui est palais mycénien, palais à Mycène, à Pylos, et la cité de Troie. Donc, on a un courant archéologique
qui existe, qui s'appelle l'archéologie homérique, qui, comme l'archéologie biblique, en fait, va se baser sur les textes pour chercher des vestiges. En tout cas, c'était comme ça au XIXe siècle, hein, pour chercher des vestiges cités dans les textes homériques. C'est un domaine qui s'est largement popularisé avec l'archéologue Heinrich Schliemann, hein, donc à la fin du XIXe siècle, Heinrich Schliemann, qui a trouvé la ville de Troie hein, en 1870, qui a trouvé aussi de nombreux objets qu'il a immédiatement associés à des personnages mythologiques, hein, des personnages de l'Iliade, notamment, je pense, au masque d'Agamemnon, trouvé à Mycène en 1876, donc, qui a été identifié, hein, Agamemnon. On a encore des touristes qui vont se presser au musée pour aller voir le masque d'Agamemnon, pensant vraiment voir le visage de ce roi antique, hein, ce qui n'est absolument pas la réalité, hein, c'est une tombe beaucoup plus ancienne. Donc, tout ce courant de l'archéologie homérique, qui existe encore, qui a changé de point de vue hein, aujourd'hui, hein, puisque les méthodes archéologiques ont aussi changé, où maintenant on va plus se baser sur les vestiges et éventuellement après les lier à des éléments racontés dans le texte. Donc, la série en elle-même se base sur quelques découvertes archéologiques, sur certains vestiges archéologiques, pour ancrer pleinement la série hein, dans cette proto-histoire égéenne, donc pour l'ancrer vraiment après la période minoenne. On a des éléments de décor, des éléments de costume qui permettent vraiment d'insérer la série dans cette ère chronologique-là, notamment, je pense, aux découvertes de Schliemann, notamment aux bijoux. On a de belles photos de la femme de Schliemann qui porte les bijoux retrouvés dans la cité de Troie. Et dans la série, on a quelques coiffes portées par les femmes qui illustrent vraiment cette volonté de se placer dans les découvertes de Schliemann, hein, dans les découvertes de l'archéologie homérique. On a aussi des céramiques. Alors, moi, j'ai un peu regardé parce que forcément, probablement un peu plus attention, mais il y avait des céramiques avec des décors marins, notamment des pieuvres. Donc ça, c'est vraiment un décor qui est très typique de la période, donc après la période minoenne, hein, plus début de l'âge du fer, où on a des belles céramiques avec des décors animaliers et notamment des pieuvres, qui est vraiment une iconographie privilégiée pour l'époque. Je pense aussi, dans les costumes, à l'armement, où on a, alors je ne sais plus quel personnage, j'ai perdu son nom, mais qui porte un casque avec les défenses de sanglier. Donc le casque avec les défenses de sanglier, c'est vraiment typique, c'est même raconté par Homère hein, dans le texte, hein. Et on a plusieurs exemples archéologiques, notamment un très beau en Crète, au musée d'Héraclion. Donc la série s'est vraiment basée sur ces découvertes archéologiques-là pour pouvoir donner un peu plus de relief à la série. Dans les décors, il y a une très très belle scène au début, quand Paris arrive à Sparte pour rencontrer Ménélas, hein, où il est placé dans une pièce, dans une chambre probablement, recouvert de chaux, donc, dont les murs sont recouverts de chaux. Et il va frotter ce mur, et en fait, en dessous, il y a toute une fresque représentant des femmes. Et en fait, cette fresque représentant des femmes, ça correspond à une fresque qui a été retrouvée dans le palais de Knossos, hein, donc une fresque minoenne qui s'appelle Les Dames en bleu, hein, donc qui date du XVIIe siècle avant notre ère, il me semble. Et donc, c'est très intéressant de voir comment les showrunners de la série ont montré le fait de cacher ce passé minoen derrière de la chaux, donc montrer que avant c'était ça, et maintenant on passe à une autre époque en fait. On a également un personnage à un moment donné qui dit qu'il est dans une maison minoenne, donc dans une ancienne maison des Minoens
Donc c'est pareil, on place vraiment la série après la période minoenne. Donc on essaye vraiment de faire correspondre la série à un imaginaire, à une époque archéologique réelle. Voilà. Alors justement, moi, ce que j'ai trouvé aussi en regardant la série, c'est, j'ai regardé ça avec aussi un œil d'historien, même si je ne suis pas du tout spécialiste d'Antiquité, et j'ai pu voir que regarder Troie, c'était aussi essayer d'appréhender la vie quotidienne de l'Antiquité avec différents lieux. Alors il y a les rues de Troie, il y a aussi le palais, et puis aussi, ce qui est intéressant, et je pense qu'on y reviendra après pour la guerre elle-même, c'est de voir comment était fait un camp militaire dans l'Antiquité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Anastasia? Alors justement, c'est très intéressant d'avoir voulu présenter ces 3 points de vue. On a le palais, effectivement, qui est très troyen, hein, très luxueux aussi, très confiné. Personne ne peut accéder au palais, hein. C'est pas pour tout le monde. On a à ce moment-là les membres de la famille, on a éventuellement quelques proches et quelques administrateurs. On a aussi en parallèle la vie dans les rues de la cité, de la ville en tout cas, qui est présentée à travers certains artisans. Voilà, on essaie de nous montrer le quotidien à travers une famille de boulangers, notamment d'un enfant hein, qui travaille dans la boulangerie. Donc nous montrer que le palais de Troie, la ville de Troie, ce n'est pas qu'un palais justement, c'est un palais, mais c'est aussi une ville avec des habitants qui dépendent de leurs dirigeants. Ça nous montre aussi la vie quotidienne en général de ces gens-là hein, qui doivent subir les aléas de la guerre, qui ne sont pas forcément des guerriers, des grands guerriers comme on peut avoir avec Hector, avec Paris, avec un certain nombre d'autres personnages dans la ville de Troie. Et on a également en parallèle la vie dans le camp militaire. Donc la vie dans le camp militaire, c'est le quotidien des Grecs hein, qui sont séparés en plusieurs tentes, hein, avec des tentes assez luxueuses pour les plus riches, hein, pour les héros, hein, comme on les appelle, pour Agamemnon notamment, qui est le roi. Ce qui est très intéressant dans la vie du camp militaire, c'est qu'on montre, certes, le quotidien, en tout cas, des soldats qui vont faire des razzias, qui vont aller contrer certains plans de leurs ennemis, mais aussi l'attente. La guerre de siège, c'est aussi de l'attente. Donc voilà pour le quotidien, pour les représentations. Alors oui, justement, hein, j'allais faire un parallèle avec la guerre, parce qu'on voit la guerre, et on voit la guerre dans l'Antiquité. On a peut-être en tête des images de la série Rome, notamment, où on voyait quelques scènes de combat. Là aussi, on en voit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cet art de la guerre dans l'Antiquité? Et je pensais peut-être aussi à quelque chose qui nous surprend plus, c'est sur la polyorcétique, c'est-à-dire sur l'idée de comment, tiens, on peut prendre une cité dans l'Antiquité. Oui. Alors, vraiment... La guerre de Troie, c'est une guerre de siège. Hein. C'est 10 ans, normalement, hein, dans le livre. 10 ans de siège, 10 ans d'attente pour les Grecs, 10 ans d'attente aussi pour les Troyens. Et donc, ça implique beaucoup d'éléments de la guerre qui sont extrêmement intéressants, mais qui sont aussi dangereux. La maladie, par exemple. Les épidémies, c'était vraiment... un fléau, hein, et ça l'a toujours été, hein, où on a cet épisode, notamment à la fin de la guerre de Troie, qui nous est raconté dans l'Iliade, avec l'épidémie qui est déclenchée dans le camp des Grecs par la colère d'Apollon. Apollon qui déclenche une épidémie, hein. Lui c'est sa spécialité, hein. Il adore déclencher des épidémies. Donc Apollon qui déclenche cette épidémie justement parce que Chryséis, qui est la fille de son prêtre, hein, la fille du prêtre d'Apollon, n'est
pas rendue à son père. Elle est captive d'Agamemnon et Agamemnon refuse de la rendre. Donc Apollon provoque cette épidémie qui met en danger absolument tout le siège au final, puisque si on n'a plus assez de combattants pour pouvoir prendre une cité, il va falloir lever le siège, il va falloir rentrer, il va falloir mettre fin à la guerre. Donc Agamemnon se voit contraint de rendre Chryséis à son père, Apollon met fin à l'épidémie, et Agamemnon à ce moment-là va prendre le butin, la part de butin d'Achille, qui est Briséis, et provoquer sa colère. En parallèle de la maladie, on a aussi la peur de la famine et de la disette, ce qui est logique dans le cas d'un siège. Dans la série, à Troie, il y a vraiment toute une intrigue pour pouvoir ravitailler la cité, parce qu'ils se retrouvent assez rapidement sans ressources. Et on a une intrigue avec un tunnel qui doit mener jusqu'à la cité du père d'Andromaque, en Cilicie Troade, pour pouvoir ravitailler la ville de nuit. Bon, ça ne fonctionne pas très bien, évidemment, mais on voit que c'est un vrai enjeu de pouvoir ravitailler la ville, puisque si on se retrouve sans denrées, on va être obligé de se rendre. Exactement la même chose du côté grec, il arrive la même chose, puisque les Troyens, il faut en sorte que les Grecs soient assez rapidement privés de denrées, ils vont aller piller les réserves de nourriture, les brûler, faire de la razzia, pour éviter que le siège dure. Pour cette technique-là, je pense que c'est assez cohérent. On a également le combat en lui-même qui a plutôt bien illustré, avec plusieurs techniques de combat qui ne correspondent pas forcément à des réalités, à la même réalité historique. D'un côté, on a les duels héroïques entre deux grands personnages, entre deux grands guerriers. On a le duel de Paris et de Ménélas, par exemple, le duel de Patrocle et d'Hector, le duel d'Achille et d'Hector, qui sont très bien représentés dans la série. Et en parallèle, on a le combat entre armées, le combat hoplitique en phalange. Donc ce combat hoplitique en phalange, il arrive beaucoup plus tard dans la chronologie. Historiquement, on reconnaît ce combat-là que vers le 7e siècle avant notre ère, donc l'époque archaïque, ce qui ne correspond absolument pas à la réalité de la guerre de Troie, en tout cas la réalité telle qu'on pourrait se la représenter aujourd'hui. Donc on a ces duels qui correspondraient à un âge héroïque et les combats en phalange qui correspondent à une ère historique au début de l'émergence, de la naissance de la cité. Enfin, on a évidemment la ruse. La ruse pour l'art de la polyurcétique, c'est ce qu'il faut mettre en place. Heureusement, pour les Grecs, ils ont vraiment le personnage qui incarne la ruse. La ruse en grec, c'est la métisse. On a Ulysse qui incarne parfaitement cette idée de la ruse. Ulysse qui est aidé par Athéna. Athéna qui est une déesse extrêmement rusée, une déesse stratège, une déesse qui incarne aussi cette métisse qu'elle a héritée de son père. Et donc Athéna qui va lui inspirer, en tout cas dans l'Iliade, dans le mythe, qui va lui inspirer le cheval de Troie. Et donc le cheval de Troie qui va permettre aux Grecs, de rentrer dans la cité de Troie et de pouvoir prendre la cité. Donc voilà. Alors justement, Anastasia, on parle de guerre. Qui dit guerre, vous l'avez dit à juste titre, appelle des morts parfois très nombreux lors des combats, vous l'avez évoqué. Alors justement, ce qui est très intéressant quand on regarde Troie, c'est qu'on a l'appréhension des différents rites funéraires tels que on pouvait les mettre en place dans la Grèce antique. Et c'est vrai, quand je parle de rites, ça peut être à la fois des rites vraiment au moment de la mort, mais aussi tout ce qui s'ensuit, notamment du deuil. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que ils ont voulu me présenter tout un spectre de rites funéraires. En Grèce, on a plusieurs types de rites funéraires. On a la crémation sur des bûchers et on a l'inhumation.
Le problème, c'est que ce qui est représenté, ça n'existe pas forcément dans les récits homériques, ça ne correspond pas forcément à la réalité. La réalité archéologique, pour tout ce qui est rite funéraire, en tout cas à l'âge du fer, c'est la crémation, c'est le bûcher funéraire et éventuellement des tumulus. Donc ça, on a plusieurs découvertes archéologiques très récentes qui sont très très intéressantes. Donc des choses à mettre en parallèle finalement avec les textes qui parlent justement de ces bûchers funéraires après la mort des héros, notamment le bûcher funéraire de Patrocle, qui donne lieu à un ensemble de rites, un ensemble de jeux funéraires, donc des jeux funéraires qui correspondent à des courses en char notamment, des combats en armes, donc un moment extrêmement presque festif au final, certes dans le deuil, mais pour honorer le héros, on fait ce type de jeu funéraire. Donc dans la série, au contraire, on a vraiment un large spectre représenté avec des inhumations, mais aussi d'autres types de rites. Donc on a par exemple la mort du père d'Andromaque, le roi Étione de Cilicie Troade, qui ne peut pas être enterré parce que Achille, en le tuant, a apparemment laissé le corps sur place et ne lui a pas donné de sépulture. Il faut savoir que dans le texte, en tout cas ce qui est dit dans les textes, c'est que Achille donne une sépulture, rend tout à fait les honneurs funèbres à son ennemi, puisqu'on respecte le corps d'un ennemi dans la Grèce ancienne. Et dans la série, on a un rite funéraire de remplacement où on va, à la place du corps, on va brûler un cheval pour pouvoir remplacer le corps du défunt. On a également l'exemple d'un traître qui est tué dans le film, qui est exécuté, et dont le corps va être laissé aux corbeaux, laissé aux animaux, ce qui semble être une réalité en tout cas, puisque Achille lui-même dit qu'il va laisser le corps d'Hector aux chiens, et en tout cas il menace de le faire. On a également des exemples mythiques, je pense au frère d'Antigone, Polynice, dont le corps est laissé sans sépulture, et ça c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver pour un grec, c'est de ne pas avoir de sépulture, de ne pas pouvoir passer dans le monde des morts, de ne pas pouvoir traverser le Styx en fait. Dans la série, on a également les funérailles de Patrocle qui sont représentées. Il est bien brûlé sur un bûcher. Après, je trouve que la scène est particulièrement austère. C'est le bûcher, tout le monde est très silencieux. C'est très, c'est presque chrétien, presque dans la manière de représenter les funérailles de Patrocle. On n'a pas de jeu funéraire. Donc vraiment une austérité des funérailles de Patrocle. Enfin, ce qui est très très intéressant, c'est le corps d'Hector, qui est un enjeu dans l'épopée homérique, puisque Hector, tué par Achille, dans sa colère, refuse de rendre le corps, va le traîner plusieurs jours durant derrière son char. Il veut laisser le corps au chien. Enfin, vous voyez, il veut pas lui rendre les derniers hommages qu'il mérite pourtant. Et donc, ça va donner lieu à une scène extrêmement émouvante où Priam va venir supplier Achille de lui rendre le corps de son fils, une scène qui est représentée dans la série également, où Achille cède, où Achille rend le corps d'Hector, de son ennemi, et où le corps va être préparé. Et dans la série, ce corps préparé, ce corps va être exposé dans une scène de prothésis. Alors ça, c'est une scène d'exposition du corps qui correspond à une réalité grecque. On va le retrouver notamment représenté, cette scène, sur les vases du Dipylone. C'est des vases d'une taille gigantesque, et on va retrouver ces scènes de prothésis, d'exposition du corps du mort, avec autour les femmes qui viennent
en pleureuse, s'arracher les cheveux, vraiment tout le processus du deuil qui passe par là. Et c'est représenté dans la série avec l'exposition du corps d'Achille de façon beaucoup plus modérée, hein, évidemment, hein, où les femmes sont en noir. Mais on a aussi les hommes qui participent à cette cérémonie-là, alors que dans l'Antiquité, on peut penser que c'était un rite qui était beaucoup plus réservé aux femmes. Alors Anastasia, aussi, il y a la question des dieux, de comment on peut les honorer, des rites religieux qu'on peut parfois apercevoir dans la série. Qu'est-ce que vous pourriez vous décrypter justement par rapport à ce que l'on voit et à ce qui se faisait d'après les traces archéologiques ou historiques? Alors, on a très peu de représentations. On a des représentations de la religion, mais on en a très peu dans la série. Je pense notamment à la religion publique. La religion publique est quand même la manière de montrer, avec Faste en tout cas, son rapport aux dieux. Hein. C'est la cité à ce moment-là qui rend hommage à une divinité. On a très très peu de représentations de ça, ce qui est très dommage. On a éventuellement le sacrifice d'Iphigénie au tout départ de la guerre, où Agamemnon va sacrifier sa fille pour s'attirer les vents favorables pour pouvoir quitter les côtes grecques et aller faire la guerre à Troie. Mais on n'a pas de scène avec des fêtes civiques, des fêtes réunissant l'ensemble de la population autour d'une divinité, ce qui aurait pu être le cas pour Troie, puisque Troie a comme divinité tutélaire, comme divinité polyade, donc protectrice de la cité, Athéna, qui est censée leur accorder leur protection. Et on a une scène extrêmement intéressante dans l'Iliade où Hécube va offrir à Athéna un beau vêtement pour pouvoir s'attirer ses faveurs et pouvoir protéger la cité des Grecs au final. Athéna refuse de répondre favorablement puisque Athéna est du côté des Grecs, mais ça aurait pu donner lieu à une scène très intéressante dans la série, ce qui n'a pas été fait et ce que je trouve un petit peu dommage. On a également une religion dans la série qui semble essentiellement rester inscrite dans le cadre privé, où on a notamment Hector, dans une scène où on le voit prier dans sa chambre devant ce qui semble être un autel. On ne voit pas trop ce que c'est. Un hôtel domestique. Hein. Les hôtels domestiques, ça existe tout à fait. Archéologiquement, on en a retrouvé plusieurs. Hein. Et où il se trouve à prier Aphrodite en orant pour recevoir ses faveurs. Et je trouve en fait qu'au final, on a dans cette série une vision presque chrétienne de la religion grecque, où on va simplement aller prier un dieu, de nous offrir quelque chose, ou de réaliser un souhait. Hein. Et on n'a pas du tout cette relation de réciprocité qui existe dans la religion grecque. Hein. Dans la religion grecque, on a une demande qui est faite par le mortel, hein, éventuellement une réalisation de la demande lorsque le dieu est de bonne humeur ou souhaite accéder à votre souhait. Et enfin, le mortel va remercier ce dieu. Il va lui offrir quelque chose en retour, en échange de ce qu'il a accordé. Et donc là, on n'a absolument aucune scène où on a une offrande, même très simple, d'un mortel. Même Hector, Achille, personne ne va faire, par exemple, un sacrifice d'un animal, ou va offrir une statue, un objet, un vêtement. Il n'y a aucune scène. La seule éventuelle offrande mentionnée, et on sait très bien que ce n'en était pas une, c'est le cheval de Troie qui sert de ruse à Ulysse, puisqu'il est désigné comme étant une offrande à Poséidon pour permettre aux Grecs de repartir. Mais il n'y a pas de relation réelle, de réciprocité, comme on peut le retrouver finalement dans la religion grecque. Alors justement, Anastasia, peut-être en conclusion, est-ce que on pourrait parler de la réception actuelle des poèmes homériques qui donnent lieu, vous l'avez dit, à plusieurs productions fictionnelles, hein, que ce soit des films, vous avez rappelé
le péplum de Wolfgang Petersen avec Brad Pitt, mais aussi de nombreux écrits. Alors, Troie, j'ai l'impression, la série s'inscrit dans ce cadre-là. Oui. La guerre de Troie, ça reste une œuvre populaire hein, depuis le Moyen-Âge, même depuis l'Antiquité. Hein. C'est une œuvre qui est diffusée, c'est une œuvre qui est copiée, c'est une œuvre qui est racontée. Hein. Tout le monde connaît quand même Achille ou à peu près la guerre de Troie. Et on a donc des succès cinématographiques, comme je rappelle encore le Péplum de Wolfgang Petersen en 2004 avec Brad Pitt, hein, qui s'inscrit vraiment dans le courant de la renaissance des péplums antiques avec après Gladiator de Ridley Scott hein, et d'autres films dans le même type, mais aussi d'autres supports. Je pense notamment au dessin animé pour enfants beaucoup plus ancien, hein, par contre, qui est Ulysse 31. Qui raconte, personnellement, que moi j'ai regardé étant enfant et qui raconte l'histoire d'Ulysse, mais d'un point de vue de la science-fiction, hein, où il va aller de planète en planète, vivre les aventures que son ancêtre, son parallèle en tout cas, mythique, mythologique, a vécu. Et on a aussi plusieurs livres très très intéressants parce que ce sont des livres qui changent de points de vue, qui donnent notamment des points de vue féminins sur la guerre de Troie, ce qui est extrêmement intéressant aussi, et parfois avec une vision féministe. Et donc, je voulais parler du cas de Madeline Miller, qui est quand même très connue, qui a écrit notamment Le Chant d'Achille, du point de vue de Patrocle, mais aussi un très très beau livre, très poétique, très très bien écrit, qui est Circé, donc vraiment pour l'Odyssée, hein, évidemment. On a aussi Margaret Atwood, qui a écrit l'Odyssée de Pénélope, donc l'Odyssée vue, la guerre de Troie, en tout cas l'Odyssée vue du point de vue de Pénélope, la femme d'Ulysse. Et beaucoup plus récemment, c'est une sortie d'août 2020, hein, je me tiens au courant de l'actualité, c'est un livre qui s'appelle Le silence des vaincus de Pat Berker et qui raconte la guerre de Troie du point de vue de Briseis. Donc je pense que l'Iliade et l'Odyssée ont encore un bel avenir, un beau futur devant eux et j'espère qu'on verra d'autres productions dans le style de la série. Voilà. Bien, Anastasia Paillard, merci. On rappelle que tout ce que vous avez cité comme références bibliographiques sont disponibles sur notre site histoireensérie.com. Vous pouvez y retrouver les résumés des émissions, les anciennes émissions, et puis aussi, si vous voulez approfondir, les liens vers d'autres références comme celle que vous venez de citer. On rappelle aussi aux auditeurs que l'ensemble des résumés des émissions sont disponibles sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Anastasia, il ne me reste plus vraiment qu'à vous remercier pour ce travail autour de cette série sur l'Antiquité. On n'avait pas fait beaucoup d'Antiquité et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de production sérielle là-dessus, mais bon, on espère que ça se développera, surtout sur la Grèce. En tout cas, on espère aussi que les auditeurs auront peut-être envie d'aller voir la série avec un œil comme on l'a regardé nous, c'est-à-dire un peu plus d'historiens, en passant outre certaines polémiques que vous avez évoquées, notamment avec la couleur de certains personnages. Voilà, merci beaucoup Anastasia, et puis à bientôt. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.